Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous accueillir pour cette session intitulée « Pivoter vers la circularité, ils l'ont fait et ça fonctionne ». Alors, si vous dirigez des entreprises, vous avez peut-être constaté que les prix de vente sont de plus en plus tirés vers le bas par les clients, par les concurrents, que les coûts, dans le même temps, ont tendance à augmenter avec des ressources de plus en plus sous tension, avec le coût de la gestion des déchets qui augmente, le coût des chaînes de valeur mondialisées. Tout ça, ça incite à développer des modèles d'affaires circulaires qui ont pour principale vertu de pouvoir recréer de l'emploi sur le territoire et capter de la valeur, se différencier par rapport à des concurrents. Alors pour vous en convaincre, je vous propose le témoignage de l'entreprise Olotte qui a monté avec succès il y a 3 ans une offre de produits reconditionnés. Et donc je vous propose ce témoignage de Olotte et de l'expert qui les a accompagnés sur une partie du chemin. Pour ma part, je suis Sophie Fabre, je suis experte environnement chez BPI France et j'ai le plaisir d'accueillir Grégory Richat, fondateur de Circularity Everywhere Vertical. Bonjour. Emmanuel Chabanex, qui dirige le Restart Center de Olotte. Bonjour. Et Ludovic Jankoff, qui est responsable occasion du groupe Olotte. Alors, première question, je me tourne vers toi, Ludovic. Le groupe Olotte, c'est un groupe qui a 40 années d'existence à peu près, qui est basé entre Saint-Étienne et Lyon. C'est un groupe qui est un des leaders mondiaux des matériels d'élévation de personnes. Ludovic va vous en dire un peu plus. Il y a 5 usines, il y a 20 filiales dans le monde. C'est à la base, le métier d'Olotte, c'est de concevoir, fabriquer et vendre des nacelles élévatrices neuves. Alors du coup, Ludovic, pourquoi s'être lancé dans le reconditionnement de matériel d'occasion ? En fait, nous nous sommes lancés dans un programme de reconditionnement, donc avec un programme qui s'appelle le Restart Center. Donc vous voyez les nacelles avant-après. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça s'ancre dans une réalité économique, écologique et financière, et ça répond à des besoins actuels pour plus de circularité et pour une efficience commerciale plus importante dans un contexte mondial avec beaucoup plus de concurrence internationale, chinoise en particulier dans notre domaine, et avec une consolidation de nos clients qui sont des loueurs pour la plupart, des loueurs de matériel. Donc, ce sont les loueurs de nacelles, de chariots, de mini-pelles que vous voyez autour de chez vous. Et en fait, l'histoire du Restart, donc elle est très simple et elle est partie en fait avec des constats qu'on a fait avec Emmanuel sur notre brique occasion. C'est-à-dire que Olotte, ETI française, leader sur son marché de la nacelle élévatrice au niveau mondial, n'est pas arrivé à ce stade-là sans avoir des points d'ancrage très forts sur le neuf et sur les services associés. En revanche, sur notre brique à nous, sur la brique occasion, on s'est aperçu qu'il y avait des points d'amélioration très importants à apporter pour être beaucoup plus efficace d'un point de vue de la circularité et d'un point de vue commercial. Alors je m'explique. Si vous voulez, on travaille avec des clients loueurs qui renouvellent des parcs de machines. Donc ils achètent des parcs de machines neuves et on leur rachète des matériels d'occasion. Et en fait, si vous voulez, bien souvent, nos filiales de distribution rachetaient ces parcs de matériel et ces matériels étaient bien souvent relégués au fond des parcs un peu partout, parce qu'on a 20 filiales dans le monde, et ces actifs n'étaient pas valorisés par manque de temps, par manque de ressources. Donc ça, c'est le premier constat qu'on a fait avec Emmanuel. On s'est dit, on a un gisement, on a de la matière, et c'est dommage parce qu'on a une fibre environnementale, si je peux dire, on peut en faire quelque chose. Dans le même temps, ce qu'on a constaté aussi, c'est nos clients, notre force de vente, qui nous disaient, mais moi j'aimerais bien faire de l'occasion autrement que ce que je trouve sur le marché. Il faut savoir qu'aujourd'hui en Europe, les nacelles élévatrices, on parle de travail en hauteur, donc la sécurité est hyper importante. Le gros de l'activité, en fait, vous allez retrouver des nacelles qui sont revendues en l'état, sans garantie. Donc nos clients attendaient de nous une offre constructeur. Et donc c'est ce qu'on a mis en place avec Emmanuel. Donc on a commencé à faire des pilotes avec les ressources qu'on a trouvées avec nos filiales en France, en Espagne. Et on a commencé à faire des pilotes sur de reconditionnement de nacelles qu'on a pu mettre en vente sur les places de marché. On a reçu très vite des demandes d'un peu partout dans le monde. Et ça nous a permis de faire une proposition à notre direction à travers un business plan. Ça a été validé, on les remercie parce que ça a été une aventure intrapreneuriale hyper intéressante et qui continue à l'être. Et aujourd'hui, on a une stratégie qui fonctionne, puisque aujourd'hui, on a une offre constructeur de nacelles reconditionnées. Donc là, c'est un exemple avec 3 niveaux d'offres. Et on va toucher une nouvelle clientèle, en fait, de clients finaux dans l'industrie, dans la construction, de distributeurs et de loueurs également. Alors, ce qu'on apporte sur cette offre-là, évidemment, c'est plus de durabilité. On prolonge la durée de nos actifs. Plus de sécurité,
puisque ces machines sont certifiées conformes, comme dans une usine Olot. Et aujourd'hui, on apporte notre touche Olot, puisque Emmanuel va l'expliquer par la suite, mais on refait tous les tests comme on peut le faire dans une usine sur du matériel neuf. Donc aujourd'hui, ça nous a permis d'avoir une offre et de toucher un nouveau segment de clientèle. Merci beaucoup. Quand on a préparé cette intervention, tu m'as dit également, Ludovic, que le fait d'avoir une offre maintenant de nacelles reconditionnées d'occasion, ça avait renforcé vos positions sur le marché du neuf. Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Oui, en 2 mots, en fait, le lien en fait, est hyper important. C'est-à-dire que si vous ne maîtrisez pas votre offre occasion, vous ne maîtrisez pas en fait, la seconde vie de vos machines, voilà. Et si vous voulez, il y a comme un manque, c'est-à-dire que vous ne maîtrisez pas toute la chaîne de valeur, toutes les étapes de la vie de votre produit. Aujourd'hui, en maîtrisant avec une offre où on revalorise nos actifs, on est en capacité de reprendre nos matériels au prix marché ou des fois légèrement supérieur, puisqu'on sait les valoriser. Et donc, c'est un levier important pour la vente de neuf, puisqu'on va valoriser nos actifs, donc on va avoir des valeurs résiduelles plus importantes, donc un coût total de possession pour nos clients plus intéressant. Et donc, aujourd'hui, c'est un levier important, d'autant plus que dans certains cas, nos clients loueurs, en fonction de leur enveloppe budgétaire d'investissement, aujourd'hui, arrivent à mixer entre du neuf et du reconditionné. D'accord, donc aujourd'hui, souvent, vous ne ratez pas un marché parce que vous avez à la fois du neuf et de l'occasion. Exactement. Aujourd'hui, notre force de vente ne perd quasiment plus d'affaires puisqu'ils ont un plan A et un plan B. Et le plan A, parfois, c'est le neuf, et le plan A, parfois, c'est le reconditionné. Ça dépend de l'enveloppe budgétaire et ça dépend des attentes du client. Donc aujourd'hui, on est beaucoup plus réactif. Merci beaucoup, Ludovic. Emmanuel, je me tourne vers toi maintenant. À ce stade, je me dis que les personnes qui nous écoutent se posent peut-être la question du comment. Comment vous avez fait? Comment vous avez mené le projet en interne? Et comment fonctionne aussi votre processus industriel, puisqu'il y a un processus industriel derrière ce métier du reconditionnement? Tout à fait. Comme vous l'avez compris, c'est un projet qu'on a bâti à 2. Donc au départ, on a fait le business plan ensemble. On a bénéficié en fait de l'arrêt d'une ligne de fabrication pour récupérer de l'expertise en fait d'opérateurs. On avait également un lieu qui nous a permis, équipé, qui nous a permis en fait de commencer à faire des POC, des proof of concept, donc de faire 2-3 exemples pour se mettre en jambes. Et ensuite, en parallèle de ça, on a fait de la formation auprès des opérateurs, parce que c'est des personnes qui venaient de ligne, donc il a fallu aussi les former. On parle d'à peu près 6 mois en début 2022. Surtout, le point très important, c'est d'échanger avec des industriels. Alors, on a pu bénéficier de la ruche industrielle, qui est un collectif d'entreprises industrielles dans lequel on a pu rencontrer Grégory. Et grâce à cette ruche industrielle et à Grégory, on a pu structurer en fait notre processus. Donc je vais l'expliquer, il est aujourd'hui fait de 8 étapes qui sont relativement simples. On a la première phase qui est en haut à droite, qui est l'identification en fait du produit. Qu'est-ce qu'on va racheter? C'est aussi compliqué d'aller racheter des produits qui ont plus de 20 ans, donc on essaie aussi de timer. On a la partie transport du produit jusqu'au Restart Center. La partie lavage, expertise, je pense que c'est le point le plus important. Quand on rachète un de nos équipements, il faut passer du temps à l'expertiser pour pouvoir ensuite garantir une sécurité pour l'opérateur. C'est aussi notre marque constructeur. On fait le choix du programme de reconditionnement, donc c'est ce qu'expliquait expliqué Ludovic en trois programmes différents. On a la phase de reconditionnement proprement dit, avec l'achat de pièces neuves, celles qu'on peut réparer et celles qu'on ne peut pas réparer, les pièces usagées qu'on va recycler. On a des machines électriques, des machines thermiques, notamment les batteries peuvent être recyclées. On a, comme le disait Ludovic aussi, une grosse phase importante de test et de contrôle. Je reviens sur la sécurité qui est très important, c'est un de nos motos au niveau de l'entreprise. Quand vous êtes à 43 mètres de hauteur, vous ne faites pas semblant en fait. Donc vous avez 2-3 personnes dans un panier. À cette hauteur-là, il ne faut pas négliger ce point primordial. Une fois que ces tests et ces contrôles sont faits, on passe à la phase nouvel utilisateur, donc promotion en fait de la machine reconditionnée et vente. Merci beaucoup. Alors on a parlé des bénéfices business tout à l'heure de cette offre de produits reconditionnés. Est-ce qu'il y a d'autres bénéfices que vous avez pu constater chez Olot avec le développement de cette offre? Alors on a, Ludovic en a parlé, le levier de vente de matériel neuf, le fait de ne pas ou ne plus rater une affaire, ça c'est un point très important. La partie programme constructeur, il y a un bénéfice humain qui est essentiel.
Le premier, en fait, par rapport aux opérateurs, donc le fait de les reformer, de les transformer et de les faire grandir par la formation, ça donne un point très important pour eux. C'est innovant. On fait venir aussi un certain nombre de clients dans notre atelier pour voir aussi ce qu'on fait. Et ça les amène en fait à trouver des idées de réparation et d'innovation. Donc ça, c'est le premier point, bénéfice auprès des opérateurs et grandir par la formation. Le second, c'est un retour d'expérience vis-à-vis de notre R&D, de notre qualité. Nos produits neufs, en fait, sont garantis 2 ans. Et on avait relativement peu de visibilité par rapport à ce qui se faisait au-delà de ces 2 ans-là. Donc avec des machines qui ont 10 ans, 8 ans, 10 ans d'âge, on a fait venir nos équipes R&D et qualité pour leur dire bah, regardez ce qu'on a, nous, comment nos clients utilisent nos machines. Donc ça leur a permis d'avoir un retour d'expérience très important et travailler sur la réparabilité, sur aussi l'innovation, de la standardisation, de l'éco-conception. Enfin, on est effectivement dans ce point-là, très important. La partie économie circulaire RSE, ça c'est un point aussi primordial. Alors on a encore du mal à mesurer l'impact de ce qu'on a pu faire, mais on a à peu près 350 machines reconditionnées sur le marché aujourd'hui. Ça fait à peu près 4000 tonnes d'acier. Quand vous savez qu'un voyage aller-retour Paris-New York, c'est à peu près 2000 vols aller-retour Paris-New York. C'est l'équivalent de ce qu'on a en fait remis sur le marché. Ça évite de reproduire de l'acier, etc. Donc c'est très très positif à ce niveau-là. De nombreux bénéfices du coup de toute cette nouvelle offre. Alors Grégory, toi, tu as accompagné Ludovic et Emmanuel sur une bonne partie du chemin pour monter cette offre, pour l'opérationnaliser aussi. Aujourd'hui, avec Vertical, tu accompagnes pas mal d'entreprises sur ce chemin des offres circulaires. Quels conseils, quelles recommandations tu aurais envie de donner à ceux qui nous écoutent, qui veulent développer des offres circulaires? J'ai accompagné un tout petit peu. Je pense que sans moi, ils y seraient quand même arrivés. Donc voilà, je ne gagne pas un vol Paris-New York grâce à ce que j'ai fait, mais j'aurais bien voulu. Oui, en fait, moi j'ai accompagné plus d'une 50aine d'entreprises, soit j'appelle ça les natives linéaires, donc qui vendent des produits, on ne sait pas trop ce qui se passe derrière, et de pivoter et d'amorcer des business models et des opérations circulaires. C'est votre cas. Soit des entreprises nativement circulaires, elles sont nées circulaires, elles sont souvent petites. Elles font 500K, 1 million de chiffre d'affaires. Et comment on fait x10 quand on est déjà circulaire? Donc amorçage et passage à l'échelle. Moi, je retiens 3 grandes choses, si vous voulez, qui peuvent vous aider. Le premier, il y en a pour tout le monde. Voilà. Quel que soit votre secteur, quelle que soit la taille de votre entreprise, il y a un potentiel de développer du circulaire. Pourquoi? Parce que 6,9% de l'économie mondiale est circulaire. Donc on jette 94% de ce qu'on a extrait. Donc quand on fait du lean management dans l'atelier, on est comme un fou parce qu'il y a un potentiel de transformation immense lié à l'économie circulaire. Pour moi, c'est le champ de transformation le plus large aujourd'hui que je connais et le moins exploité que je connaisse. Donc tous ceux qui y vont, vous trouverez des trucs. J'ai jamais rien trouvé avec une boîte que j'ai accompagnée. Dans 30 ans, ce sera peut-être pas le cas, mais ça, c'est un premier. Et ça marche partout. Du coup, il ne faut pas trouver est-ce que c'est pour moi, il faut trouver le pourquoi c'est pour moi. Est-ce que c'est parce que vous voulez avoir un impact sur le climat de dingue, parce que le circulaire c'est décarboné? Est-ce que c'est parce que vous avez des produits chinois beaucoup moins chers et d'avoir une offre de seconde main, comme disait Ludovic, ça va vous permettre d'être beaucoup mieux positionné sur le marché? Il faut trouver la raison qui fait que ça marche pour votre boîte avec sa culture à l'instant T, mais il y a toujours une raison pour y aller. Le deuxième, c'est que dans l'économie circulaire, il y a économie. Donc on pense souvent, trop bien, tu reconditionnes, tu upcycles, tu fais ci. Mais en fait, il faut trouver le modèle économique. C'est ça qui fait la pérennité de la circularité. Parce qu'on peut tout faire avec des produits, mais est-ce qu'on sait le vendre? Est-ce qu'on sait le collecter, trouver les produits? Est-ce qu'on sait mettre un atelier avec des opérateurs et on est toujours rentable quand on le fait? Est-ce qu'on sait créer une désirabilité du marché? Parce que quand on est habitué à acheter du neuf, est-ce qu'on va acheter de la seconde main? Quel niveau de garantie? Est-ce que la réglementation le permet? Comment j'assure mon truc? Et comment je convainc un commercial qui vend du neuf avec une prime que demain il va louer et il n'a pas de prime? Ça ne marche pas. Donc en fait, le sujet de l'axe économique est clé, et souvent aussi, ce n'est pas ce qui est le plus musclé. On est beaucoup sur la technicité et le concept de la circularité. Donc travailler le muscle économique. Et moi, ce que je conseille, c'est comment en un an, ce qui est possible de faire, c'est qu'en un an, de ramener du chiffre d'affaires circulaire. C'est peut-être 1 euro, mais ça veut dire que vous avez branché les tuyaux. Comme un plombier, il y a l'eau qui arrive. Après, il faut augmenter le débit.
Et ça, il faut tirer la transformation par son marché. Il faut trouver un client qui va vouloir acheter le premier produit circulaire que vous pouvez faire sans redesigner votre produit, parce que sinon, il y en a pour 5 ans ou 3 ans. Et donc, voilà, et chercher l'effectuation très court terme pour comprendre son marché, comprendre les contraintes techniques, les paramètres, convaincre les équipes en interne, etc. Et rien ne vaut un POC qui est vraiment ancré dans une chaîne de valeur. Et le troisième point, donc en gros, si vous n'y allez pas, vous perdez du pognon, parce qu'on est dans la bulle bleue. Donc je n'insiste pas trop sur les bénéfices planète, mais voilà, ceux qui ne vont pas souvent, je pense qu'ils perdent du pognon, et là, ça marche toujours. Et le troisième point, c'est une histoire d'alliance pour y arriver. Donc là, il y a une super alliance entre la production et l'after-sales dans une entreprise. Alors, vous ne m'en voudrez pas, mais c'est comme les biomanes, il y a 4 couleurs. S'il n'y a qu'une couleur, ils se font avoir, ils sont super, mais ils se font avoir par le gros méchant. S'ils sont 4 couleurs, ils y arrivent. Et en fait, quand on est dans une boîte qui n'est pas encore prête à ça, je vois beaucoup de gens qui essaient de convaincre en interne. Et donc, ils ont une super couleur, un super pouvoir, mais ils ne sont pas assez forts tout seuls. Donc, le premier truc, si vous voulez lancer ça et que vous épatez le CEO de l'entreprise, et même si vous êtes le CEO de l'entreprise, c'est de trouver l'alliance entre les bons départements qui vont faire amorcer votre business model. Donc si c'est sur de la pro en agroécologie, etc., ça va être au niveau du sourcing et de la conception de produits, par exemple. Si vous êtes sur de l'after-sales pour faire du reconditionné, after-sales c'est prod, parce que l'after-sales, s'il a des bécanes, si la prod il n'a pas le temps, il ne peut pas reconditionner. Voilà. Et quand il y a ça, c'est pour ça que ma boîte s'appelle Vertical, il faut convaincre le DG et l'actionnaire. Parce que c'est un sujet de temps long. Vous pouvez en 1 an développer du CA, mais pour développer 1 à 5 ou 15% de chiffre d'affaires, ça ne sera pas en 2-3 ans, ça prend du temps. Et donc il faut un poids dans l'organisation qui est au niveau de l'actionnariat, de la gouvernance, de dire, malgré les fluctuations du monde économique qu'on a, il faut qu'on continue à vendre du linéaire parce que ça paye les salaires, on garde ce flux, cette BU ou ce travail de sillon, et on ne lâche pas ce cap-là. Et ça, il faut que la gouvernance soit dedans. Sinon, je vois beaucoup de projets en fait, qui s'essoufflent alors que le potentiel est prouvé. Il y a déjà des clients qui achètent, mais ça ne décolle pas parce que la gouvernance a changé, ou c'est un nouveau fonds qui prend le truc et ce n'est pas son sujet, etc. etc. Et en fait, en complément, on parle de réindustrialisation en France. On garde l'expertise, en fait. En faisant aussi en interne ces reconditionnements, on garde l'expertise technique de personnes qui ont passé 10 ans, 15 ans, 20 ans dans une société, et donc qui changent aussi de métier et qui voient quelque chose de plus innovant, un peu moins de linéaire. Voilà. Ils touchent à tout, un peu plus à tout. Merci beaucoup à tous les trois. On va passer à une session de questions-réponses. Alors, j'ai vu... Bonjour, c'est intéressant. Est-ce que vous avez bouclé la boucle, c'est-à-dire qu'en montrant à vos experts R&D comment vos produits mouraient, est-ce vous avez amélioré votre gamme de produits neufs? Alors, on est sur des gammes, en fonction des modèles, on est sur des gammes effectivement qui sont plutôt longues dans le temps et qui évoluent peu. Et oui, on a vu des choses qui ont permis de changer et d'améliorer, notamment sur la partie réparabilité. Il s'inspire en fait surtout sur la partie standardisation en disant voilà, on avait auparavant un certain nombre de modèles, des gammes très différentes, allons vers la standardisation, c'est plus facile aussi à réparer, c'est plus facile pour les équipes SAV d'aller chercher des pièces, etc. Donc oui, ça a aidé. Allô ? J'ai une question qui est double. Sur la mise en conformité des produits, j'imagine que ça représente un coût et du coup du temps. Donc, qu'est-ce que vous nous conseillez là-dessus? Et justement, comment on va intégrer les nouveaux coûts aux nouveaux prix? Et comment vous nous conseillez d'étudier le prix du produit final reconditionné avec cette mise en conformité intégrée dedans? Alors, en fait, si vous voulez, sur notre marché, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur le neuf, on est en maîtrise, il n'y a pas de problème. Sur l'occasion, encore une fois, on est sur un marché où les machines sont vendues en l'état. Avec l'offre reconditionnée, dans notre univers, on a créé, en fait, on est dans un entre-deux, si vous voulez. Et donc, forcément, tout ce qu'on va faire pour le reconditionnement, tout le travail qu'on va passer, ça a un coût. Et donc, on doit être dans un positionnement intermédiaire entre le matériel neuf et l'occasion vendue en l'état. Il faut que ce soit cohérent. Et comme le disait tout à l'heure Grégory, in fine,
c'est le prix, le différentiel, et c'est le client qui décide si ça fonctionne ou pas. Donc quand on n'est pas bon, en fait, on le voit tout de suite parce que le produit ne va pas sortir. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si j'ai répondu complètement. Plus ou moins. C'est-à-dire qu'en fait, là, si vous raisonnez au niveau de l'entreprise globale, peut-être que vous avez par exemple, parce que le reconditionné doit toujours être un peu moins cher que le neuf, donc peut-être que la partie des coûts générés par la mise en normes, etc., vous l'intégrez peut-être dans le prix neuf, que vous allez augmenter un petit peu, ce qui permet de garder... Vous voyez ce que je veux dire? Comment on gère cette partie-là, en fait? Alors, pour le coup, c'est des choses qui sont complètement déconnectées. C'est-à-dire qu'autant sur le neuf, on est dépendant des coûts des matières entrantes, des coûts de développement, etc. Mais là, on est sur, pour moi, deux choses qui sont décorrélées. Et donc, en fait, nous, notre plafond de verre, c'est le neuf. Voilà, c'est là où on doit créer un delta prix suffisamment intéressant pour qu'il y ait une demande, en fait, auprès de nos clients. Mais nous, vraiment, on raisonne sur la partie occasion. Donc, on rentre du matériel, il y a un prix de rachat, il y a du transport, et il y a des coûts de reconditionnement, de pièces et de main-d'œuvre et de recertification. Je peux... En complément sur la partie certification, conformité, etc., on ne l'a peut-être pas dit, mais aujourd'hui, on fonctionne sur l'Europe. Donc, on achète nos machines en Europe et on le revend en Europe et sur le continent africain. On parle de machines qui sont CE, certificat CE. Donc, ça nous aide aussi. Donc, elles sont toutes certificats CE. On a une norme également dans la partie nacelle qui évolue, mais qui évolue peu vers la sécurité, on va dire, dans les années passées et à venir. Donc, on a des modèles et une conformité technique et certifiée qui évolue relativement peu. Donc voilà. Et je pense que ce qu'il faut réussir à intégrer, c'est si jamais votre reconditionné est trop cher parce que telle pièce est trop long pour la démonter ou elle pète tout le temps, il faut tout le temps la changer, ça coûte cher. Idéalement, peut-être que vous ne faites pas beaucoup de marge sur votre première gamme circulaire parce que vous êtes basé sur la conception existante. Et c'est là où il faut créer là une alliance avec la R&D pour dire, attends, dans la prochaine version, ça, tu me le visses. Ça, tu mets une pièce de rechange qui coûte beaucoup moins cher. En plus, elle est plus disponible, donc il faut un autre fournisseur. Comme ça, la génération qui viendra suivante, même si ça mettra 5 ans à revenir en occasion, elle aura gagné 5-10 points de marge, par exemple. Et donc, c'est pour ça que je parle de temps long. Mais en même temps, vous ne savez pas du tout quelle pièce il faut reconcevoir si jamais vous n'avez pas fait 350 bécanes. Donc, il faut être pragmatique, lancer ça en espérant que ce soit un minimum rentable. Mais j'ai vu des boîtes qui disent, moi, je veux la même marge pour le neuf que pour le reconditionné. Donc, en business case, non, vous ne passez pas. Et c'est con, parce que ça se trouve, vous y êtes dans 5 ans. Et parce que vous êtes à 15% au lieu de 30%, et juste en faisant rien en conception produit. Donc c'est aussi arriver à être conscient que c'est des boucles en fait, et qu'il faut prendre ce temps-là. Et voilà. Mais n'empêche, dans l'année, vous pouvez faire quelque chose. Merci beaucoup. Comment votre business model a monté les valeurs résiduelles et en quoi ça a été un atout pour discuter avec des banques ? Donc sur les valeurs résiduelles, en fait, tout simplement, si vous avez un actif que vous remettez sur le marché en l'état, il se vend à un prix de marché occasion. Aujourd'hui, nous, si vous voulez, le fait de remettre de la valeur dans notre actif, on va, comme je l'ai dit, on va être sur un segment en fait de reconditionner où on revalorise nos actifs. Donc forcément, dans certains cas, quand on reprend les matériels qui nous intéressent à moins de 10 ans, on peut être en capacité, des fois, de donner des prix de reprise qui n'étaient pas les prix qu'on proposait il y a quelques années. Donc forcément, pour le client, on fait monter la valeur résiduelle et notre valeur de revente aussi c'est le premier point. Et le second point, c'est que sur la partie revente, les prix qu'on propose ne sont pas du tout les prix occasion, si vous voulez. Donc on a revalorisé nos actifs. Et donc ça, nos clients le voient. Et donc c'est un cercle après. Je sais pas, voilà. Et la seconde question, excusez-moi, le second point ? Non, c'était les banques, mais vous avez indirectement répondu, puisque la banque veut toujours des valeurs résiduelles assez basses. Elles ne veulent pas prendre le risque. Oui. Donc ça permet de booster encore le loyer. Tout à fait. Alors, je ne suis pas expert dans ce domaine-là, mais ce qui peut rassurer aussi les banques, c'est le fait qu'on a une capacité aujourd'hui de réparabilité. C'est-à-dire que pour les banques, aujourd'hui, on a une visite d'une banque à notre centre de reconditionnement. Ça les intéresse parce qu'aujourd'hui, on est capable de retravailler. Si demain, on devait reprendre des actifs, pour une raison ou pour une autre, on est capable de leur redonner une valeur. Oui, bonjour. 2 petites questions. Vous répondez jamais au même appel d'offres avec des machines neuves et des machines reconditionnées, j'imagine ?
Parce que vous avez dit ça dépend de l'enveloppe, mais dans les appels d'offres, on ne connaît pas toujours l'enveloppe, évidemment. Oui. Ça, c'est la première question. Oui. Alors, en fait, on travaille essentiellement, donc, avec comme je l'ai dit tout à l'heure, avec des clients loueurs de matériel. Et effectivement, on les segmente en différentes tailles. Il y a les généralistes, les spécialistes, les régionaux, les nationaux et les internationaux. En fait, avec ce programme de reconditionnement, clairement, on va se sourcer chez les très gros, voilà, chez les loueurs en général de toute taille. Par contre, l'offre reconditionnée peut intéresser les loueurs régionaux, nationaux dans certains cas, mais difficilement les loueurs de taille internationale. Donc en fait, on va se sourcer chez les loueurs pour redistribuer nos produits et trouver une clientèle de distributeurs, de clients finaux et aussi de loueurs, mais plutôt régionaux. Ok. Et la deuxième question, pas la partie de la question, mais la question, vous ne reconditionnez que du all-out. Vous ne reconditionnez pas des équipements de la concurrence. Alors, ça dépend, vous êtes de la concurrence ou Effectivement, aujourd'hui, Emmanuel pourrait répondre. Si vous voulez, quand on reprend des matériels, on reprend tout type de matériel, enfin tout type, des nacelles, toutes marques, puisque ça a une incidence sur notre part de marché, puisque si on reprend des marques concurrentes, ça facilite, bien sûr, c'est un levier pour la vente de neuf, comme on l'a dit tout à l'heure. Aujourd'hui, on ne reconditionne pas des nacelles d'autres marques, mais c'est une possibilité qu'on se laisse, une ouverture qu'on se laisse pour l'avenir. Mais on en reprend, hein, bien sûr, on en reprend. Donc on a fait quelques tests, mais je vais laisser Emmanuel poursuivre. Oui, non, comme on le disait, c'est des boucles relativement longues. On a voulu aussi, quand on a proposé nos produits reconditionnés, proposer quelque chose de qualité constructeur. Et donc, voilà, on voulait faire quelque chose de propre avec quelque chose de durable, augmenter la durée de vie. C'est vrai qu'on connaît un peu les machines de nos concurrents, mais moins que les nôtres. En plus, on a tout l'historique de documentation, la partie pièces détachées, etc. Donc voilà, on est aujourd'hui dans une boucle où on essaie de bien faire avec ce qu'on a et avec notre marque. Je pense que tu as aussi des cas où il n'y a pas le choix que de tout reprendre en collecte. Parce qu'en fait, vous avez une offre j'ai bossé pour monter un hub circulaire de reconditionnement de mobilier. Donc quand une boîte déménage, on récupère le mobilier, on le reconditionne, on le revend. Si vous dites je prends que les bureaux de telle marque qui sont pareillés avec le pied bidule machin, le responsable des services généraux qui a 2000 bureaux, il dit vous êtes gentil, vous me prenez tout ou vous me prenez rien. Et donc là, il faut créer une offre de service qui, on n'a pas le choix, on reprend tout, même si au final, il n'y a pas tout qui nous intéresse. Et du coup, il faut trouver les moyens de collecter, trouver des partenaires de recyclage, etc., trouver une économie qui fait que vous avez accès à cette collecte-là et que vous simplifiez en fait l'expérience client de A à Z, quoi. Et donc ça, des fois, vous n'avez pas le choix que de tout reprendre. Tout dépend de vos chaînes de valeur et de ce que vous voulez monter comme business. On va prendre une dernière question, peut-être. Bonjour, j'ai 3 petites questions. La première, c'est quel est le pourcentage de matières recyclées dans vos nouveaux produits? La deuxième question, c'est est-ce que vos clients vous demandent plus de location et de l'économie servicielle, de product as a service, et moins de l'achat, des produits que vous pouvez ensuite améliorer au fur et à mesure. Et la troisième question, c'est autour de... donc c'est ce qu'a dit le monsieur tout à l'heure sur la capacité future à récupérer d'autres équipements de d'autres marques, comme le font de plus en plus d'acteurs dans l'économie circulaire, comme vous le disiez à l'instant. Est-ce que c'est quelque chose que vous comptez faire dans les années à venir? Merci. Alors déjà, sur la première question, 95% de nos machines sont recyclables. On est fait d'acier, de caoutchouc, etc. Donc, recyclé. De matières recyclées à l'intérieur de vos produits. Oui, alors aujourd'hui, c'est relativement peu, donc c'est relativement faible. Le pourcentage, je ne le connais pas, mais c'est relativement faible. Et derrière, est-ce qu'on utilise sur la partie reconditionnement des produits recyclés? Non, pas encore. Ça peut être une piste, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Par contre, on essaye, une fois de plus, comme je le disais, pour augmenter la durée de vie, de réparer. On a une nacelle élévatrice, c'est beaucoup d'acier. Il y a de la réparation qui est possible. Donc une fois de plus, on fait appel à de l'expertise, de la chaudronnerie, des choses comme ça pour justement conserver cette expertise et augmenter cette durée de vie. La deuxième question, c'était sur l'économie de la fonctionnalité, le product as a service. Est-ce que c'est quelque chose que vous explorez?
Pour l'instant, on l'a en tête, mais effectivement, notre modèle aujourd'hui, comme le neuf, on est plutôt sur des loueurs. On vend nos machines à des loueurs. Donc, est-ce qu'on veut passer en fait sur l'économie de la fonctionnalité? C'est encore autre chose. On est encore un petit peu jeune, j'allais dire, pour accéder à ça. Mais c'est quelque chose qu'on a en tête. Pourquoi pas? Ok, on est arrivé au bout du temps. Merci à tous pour votre attention. Merci à nos 3 intervenants. Et si vous aussi, vous avez envie de vous lancer dans des projets circulaires un peu transformants pour vos entreprises, sachez que BPI France lance un accélérateur économie circulaire, programme d'1 an qui est lancé le 25 novembre. Grégory, d'ailleurs, interviendra sur la première journée de séminaire collective. N'hésitez pas à venir en parler avec moi ou avec Grégory si ça vous intéresse. Merci à tous. Merci.